n'arrive pas à s'assumer pour dire nous avons levé telle option au regard du fait que nous avons été pris de court dans la manœuvre dilatoire que nous voulions faire, vous nous avez chassés, désormais nous ne sommes pas avec vous. Alors, maintenant, c'est l'heure qui a sonné pour la majorité présidentielle de tirer les conséquences de bout en bout pour ne plus compter avec une majorité incestueuse, une majorité hypocrite, avec laquelle on peut dire les histoires la journée. Et à 6 heures, les stratégies ont traversé la rue pour aboyer, je ne sais pas moi. C'est pas moi. Alors, très rapide. Oui. Des choses que j'ai entendues là. Moi, je suis d'avis que dans cette évolution politique de notre pays, on doit se dire qu'il s'est passé quelque chose. On doit l'acter qu'il s'est passé quelque chose et que si au sein de la majorité présidentielle, les contenus de ce qu'ils ont posé comme problème n'est pas abordé de manière responsable, on va assister à des gens qui vont désavouer les autorités morales, leurs autorités morales respectives aujourd'hui pour demeurer au gouvernement. Oui. Et demain, lorsque les positions vont devenir délicates, ils vont encore traverser. Oui. Cette hypocrisie dont fait allusion... Pour juste garder les postes, en tout cas, cette hypocrisie, et manger encore un peu. Elle demeure toujours au sein de la majorité. Au sein de la majorité, parce que jusque-là, on n'a pas abordé la question des fonds. Et tant que la majorité n'aborderait pas les questions des fonds, tant que le président de la République serait attentif au champ des signes, ça ne va pas évoluer. Il aura tout autour. Alors, ça changerait quoi si Joseph Kabila dit « je ne serai pas candidat » aujourd'hui? Ça changerait quoi? Mais écoutez, Jean-Marie, pour moi, ce ne serait pas nouveau. Vous vous rappelez que moi, j'ai toujours dit qu'il ne serait pas. Parce qu'il a toujours dit que je vais respecter la Constitution. Et même de lui-même l'avait dit la fois passée. Ça changerait quoi? Ce qui changerait, c'est qu'en ce moment-là, les ambitions vont s'exprimer. Et ceux qui sont aujourd'hui loyaux, vous verrez par vous-même comment ils vont se rentrer dedans et même rentrer dedans l'autorité morale. C'est malheureusement le cas. Mais est-ce que le Congo a besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a justement pas besoin de ça. Élisée Bilonda, dans les cas d'espèce, il faut quand même qu'on se dise des choses un peu plus claires. Les gens nous suivent un peu de partout. Il a été reproché à certains ministres, certains députés au Parlement de la majorité. Ils assistent à les réunions de majorité, mais à la sortie, à peine, ils envoient des textos dans les ambassades, et puis etc. etc. Est-ce que cette situation n'arrive quand même pas au point nommé pour mettre les choses au clair et clarifier les choses pour que les gens qui envoyaient en douce des SMS et tout ça, qui n'aient plus accès à certaines informations? Oui, bien pour sûr. Une bonne fois. Quand on prépare des stratégies dans sa maison et à chaque fois, lorsqu'on sort de la parcelle, on entend chez les voisins. Avant même de sortir, on entend ça sur le bas de la porte. Minago à la réunion des Procoki demandait que tout le monde dépose ses téléphones avant la réunion. Bien sûr. Mais c'est justement ce qui s'est fait sous d'autres cieux. Quand on est dans des réunions stratégiques, on n'a pas besoin de son portable avec soi, Jean-Marie. Ça va servir à quoi? Parce que les gens avec lesquels on est censé discuter de ces stratégies, partager, sont avec nous, ensemble. Ceux qui sont à l'extérieur ne sont pas supposés le connaître. Non seulement qu'ils envoient des textos à des ambassades à l'extérieur, mais même aux journalistes. Vous verrez que dans la presse écrite, quelqu'un va mettre un article, selon nos sources, à Kingakati, la réunion était à huis clos. Mais comment ce journaliste a-t-il pu avoir accès à toutes ces informations, censées demeurer top secret? Je t'ajoute, la réunion prend fin à 4 heures. Et à 6 heures, tout a été écrit. Même 6 heures, dans les minutes qui suivent 4h30, on a de la matière. C'est un problème de la moralité et je dirais moi, de la nature des hommes politiques. Mais nous parlons de la versalité de la classe politique aujourd'hui. D'abord, le politicien congolais, quand on vient en politique souvent, est-ce que c'est par conviction? Moi, je dis non. La plupart des gens viennent, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique du ventre. Chercher l'emploi et la mangeoire. Vous verrez par vous-même. Je vais vous donner un exemple simple. On a 500 postes pour être député, pour la députation nationale. En 2011, on avait plus de 18 000 candidats. Vous n'allez pas me dire entre nous que c'est par passion de servir le pays ou de représenter le peuple. Question mark. Il y en a qui viennent pour défendre le peuple. Je suis élu du peuple, je vais travailler pour le Congo, être patriote, comme Harold le dit. Mais dans la majorité des cas, nous le savons, c'est pour m'enrichir. C'est pour que je puisse aussi prendre la part du gâteau, que je construise mes maisons, que j'envoie mes enfants à l'Europe, que j'ai une stabilité financière. Et aujourd'hui, si je ne suis plus réélu, je sais comment faire d'autres affaires.
D'abord, c'est ça la première motivation de l'homme politique congolais. Oui. Et ce n'est pas ça qui va construire une classe politique forte. Désolé. Quand on vit en politique, non par conviction, mais pour s'enrichir illicitement, on n'est pas politicien. On est, comme disent les gens de la rue, politicien. Mais un politique qui est là par conviction, qui travaille pour le peuple, parce que ministre, c'est servir, c'est serviteur. Les gens pensent qu'on est ministre, on est excellent, on est député, on est honorable. Mais quelle honorabilité qu'on n'a pas des valeurs morales? Impossible. Alors, quelle est la suite maintenant? Parce que c'est bien beau de condamner G7, etc. Il a fait une analyse beaucoup plus bien pimentée là, sur la majorité présidentielle. Mais la suite maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont être dans cette posture un peu d'entatisme, société civile un peu... Mais ce n'est pas à nous ce n'est pas à nous de leur donner une connotation, ce n'est pas à nous l'opinion de leur... Mais c'est à eux de nous dire qui sont-ils réellement. Qu'est-ce qui va devenir au dialogue? C'est à eux de nous dire. Le G7, c'est au G7 de s'adresser comme aujourd'hui. Ce jour-ci, c'est la communication politique qui est d'actualité à tout vent. Oui. Point de presse par-ci, point de presse par-là, déclaration par-ci, réplique par-là. Mais c'est au G7 de nous dire exactement qui est-il. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dissident de la majorité, oui. On est de l'opposition, on est de la société civile. Oui. On ne peut pas être chaud ou froid, on ne peut pas être tiède, ou on est chaud ou on est froid. Mais j'ai pas envie d'aller dans l'opposition. Il n'a pas envie d'aller dans l'opposition, mais il est où alors? Puisqu'on les a chassés. On les a chassés de la majorité. Bruno Bolisson, quand même, on peut faire des prospectives quand même par rapport à ces gens. Ils vont devenir quoi maintenant? Certains, on a enlevé la police qui était avec eux, la protection, le téléphone, les avantages, les voitures. La politique, ça demande de l'argent. Ils vont devenir quoi? La réponse est polysémique. D'abord, j'aimerais revenir rapidement sur ce que Bienvenu a dit par rapport à la réunion de Pokoki, par rapport à l'auto-exclusion. Je crois qu'il ne s'agissait pas de l'hypocrisie de la part du bureau politique de la majorité présidentielle. Une décision au regard des statuts de la majorité présidentielle, une décision extrême ne peut être prise que par l'autorité morale. Donc les bureaux politiques devaient se limiter à constater l'auto-exclusion de ces groupes. Par le fait qu'ils sont ils ont dit qu'on ne leur a pas laissé la parole de s'exprimer. Oui, ça c'est ce qu'ils disent. Oui. Mais le bureau politique devait se limiter à constater, à faire des analyses, à commenter comme l'a fait le ministre Mende. Et c'était à l'autorité morale de prendre ces jugements terminaux. Et ça a été fait. Je crois que dans les aides qui ont suivi, Olivier Kamitato et Pierre Lumbi ont été révoqués. Et la suite des révocations d'émissions ont suivi. Parce qu'ils vont devenir... Oui. Ils sont opérateurs politiques, ils les resteront. Et je crois qu'en tant que journalistes, nous ne devons pas nous lamenter, rester frustrés parce qu'il y a le G7. Non, bien au contraire. Le G7, la manifestation des G7 nous permet aujourd'hui de comprendre la typologie de la classe politique congolaise. Et de comprendre également que ce nettoyage dont a parlé Harold et Bienvenu va continuer. Allez. Aujourd'hui, dans la majorité... Mais là, vous faites peur, là. Non, attention. C'est très quand vous dites le nettoyage, c'est l'analyse. Quand le nettoyage va continuer, les pauvres qui sont peut-être loyaux, qui font leur travail... Ceux qui sont encore, jusqu'à cet après-midi, loyaux par rapport à l'autorité morale, ne vont peut-être pas les rester jusqu'à la fin des jours. Ne vont peut-être pas les rester des semaines après, un mois après, 8 mois après, une année après. C'est long, hein? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des courants idéologiques. Il y a encore dans la majorité actuelle qui est restée loyale, il y a des sociaux-démocrates, il y a des libéraux. De la même manière que dans le G7, vous trouvez des libéraux comme Arc. Qu'est-ce que Toum, qui est fédéraliste, a à voir avec Kamitato? Voilà, donc c'est pour dire que ce sont des plateformes congolaises, politiques congolaises, ce sont des attellages hétéroclites. Ce sont des alliances hétéroclites et qui, au gré des intérêts, peuvent se désintégrer avec une rapidité insoupçonnée. Ils font de la politique. Nous, ce qu'on souhaite en tant que Congolais, c'est qu'il y ait une cristallisation des grandes formations politiques. On n'a pas besoin d'avoir 400 partis politiques et dont la plupart manquent des sièges. Il y en a certains sièges qui sont incapables de faire des contenus, ne serait-ce que les gens qui sont dans une cabine téléphonique. Vous appelez ça parti politique. Ils sont gérés comme des épiceries familiales. Nous voulons avoir des grandes formations, comme aux États-Unis d'Amérique. Vous avez des milliardaires, mais vous avez des démocrates, des républicains, des indépendants qui d'ailleurs rarissimement arrivent au sprint final de l'élection présidentielle. C'est très important et ça permet à ce que
même au niveau de la gestion de la chose publique, qu'on est déjà véritablement responsable. Et là, c'est un conseil, Jean-Marie Kassamba, qu'on doit donner aux opérateurs politiques. Vous avez la pluie de déclarations qu'on entend. Je reste loyal, je dénonce mon président pour avoir fait ça sans nous consulter. Ce sont des déclarations alimentaires à tonalité intéressée. Ah oui? Il est fait parce qu'il veut garantir sa survie, comme l'a dit Élisée tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que la majorité présidentielle doit faire très attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que je ne suis pas solidaire, qu'il est foncièrement loyal. Ce n'est pas cette déclaration-là qui constitue une blanchisserie fidèle. Ponctuelle. Demain, il peut revenir. Nous, on l'a vu. Donc, nous pensons que chacun doit faire son travail. Nous souhaitons que tout le monde communique clairement. Ça, c'est nos journalistes. Nous souhaitons qu'ils communiquent, que l'opposition communique véritablement, que la majorité communique véritablement. Il y a quand même et que les G7 communiquent véritablement. Absolument. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi une certaine frilosité de l'opposition, on ne sent pas l'enthousiasme de les accueillir à bras ouverts? Qu'est-ce qu'elle représente, cette opposition, aujourd'hui? Ils ont fait quand même la manifestation en Guinée. Vous veniez de le dire, il y a d'entrée des jeux de cette émission que c'est une manifestation qui n'a réuni que plus ou moins 3 000 C'était prévu à 10 h, ça commençait vers. Mais posez-vous la question de savoir la ville de Kinshasa compte combien d'habitants aujourd'hui? 10 millions. Alors, si vous êtes à 2000 pour une manifestation annoncée avec pompe, les gens ont même veillé dans des boutiques alléluatiques pour qu'il y ait beaucoup de gens. Et quand on arrive à ne faire que 1000 ou 2000 personnes, allez-y comprendre. Alors, ce qu'il y a comme vérité ici, c'est que la position de ceux qui sont aussi dans l'opposition aujourd'hui, mais qui ne veulent pas le dire, enchante les autres qui sont là, les Kaméré, les Fayoulou et les Franck Diongo. Mais stratégiquement, ils ne veulent pas se précipiter à les accueillir. Pourquoi? Mais sinon, ils sont contents. Ils risquent de dire, ils sont contents du fait que nous venons gonfler leur rang, comme si c'est un aveu d'échec ou un aveu de faiblesse politique. Mais ils sont très contents, ils ne peuvent que voir, ne peuvent qu'être heureux de voir les gens s'affilier à eux pour continuer la lutte, même si elle est inefficace. Mais je voudrais m'amarteler par rapport à la Constitution. Est-ce que vous pensez que la raison fondée de la fronde, c'est le non-respect de la Constitution? C'est quoi alors? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce sont des dessous de cartes politiques. Dans la mesure où ces gens-là, qui ne sont pas les moindres, même sur le plan de la Constitution, nous là, c'est pas n'importe qui. Monde, c'est pas n'importe. Olivier Kamita, tout, c'est pas n'importe qui. Et ils savent bien qu'il ne s'agit pas. Lorsqu'il s'agit de respecter la Constitution pour un président de la République, de le dire. Kabila lui-même est en dessous de la Constitution. Il peut vous dire ici qu'il respecte la Constitution, mais in fine, il ne le fait pas. Vous allez faire quoi? Aujourd'hui, il faut, tout républicain, tout patriote comprend que le président de la République, l'un des sujets de la Constitution comme le dernier bûcheron de Kamgamwanga, n'est pas là pour se au-dessus de la Constitution pour dire je vais la respecter. La Constitution elle-même, loi fondamentale, a déjà prévu qu'on est élu pour un mandat une fois renouvelable. Comment vous qui dites toujours que nous avons besoin des institutions fortes et non des hommes forts, vous voulez qu'un homme se prononce sur la Constitution qui est même au-dessus de cet homme. Donc, ce raccordement frauduleux, c'est contraste, dire une chose et son contraire. Mais déçois-moi, je crois que quand on évoque ça comme argument, c'est un argument de façade qui n'est pas réellement le vrai est connu. C'est la sélection naturelle. La majorité incestueuse doit continuer à se préparer davantage pour essuyer ceux qui ne sont pas dans la vision du président de la République. Alors profitons-en, parce que vous avez la parole, gardez-la un peu pour les 5 minutes qui nous restent, dire un petit mot par rapport au Burkina Faso, parce que ça avait servi ici un peu comme un modèle de révolution en Afrique. J'écoutais encore il y a quelques temps, les opposants de chez nous disaient oui, il faut burkinabiser un peu la RDC parce que le vent qui avait commencé là-bas doit tourner un peu partout. Mais
On a vu que c'est complètement à la case départ qu'on est revenu. Et on n'a pas vu la Légion tomber sur Ouagadougou pour sauver les citoyens et tout ça. Et nous sommes allés même avec le ralliement. Ce qui s'est produit au Burkina Faso ici,